Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, humain awesome? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast. Si c'est ta première fois, que c'est le premier épisode que tu écoutes, et re-bienvenue si tu es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, une nouvelle conversation awesome en mode solo, un concept que je pense que j'ai jamais fait sur le podcast. Je vais vous présenter 8 choses, 8 croyances, opinions, trucs sur lesquels je coachais, je croyais, je pensais dans mes dernières années en tant que, kinésiologue, coach en bien-être, tous ces titres, ces rôles-là qu'on peut se donner et qu'avec le temps, avec l'expérience, avec mes études, avec mon apprentissage, je dis plus ça, je coach plus ça, je crois plus ça et mes connaissances, effectivement, ont évolué. Fait que that was then and this is now. Hein? Ceci était avant ce que je pensais et maintenant, voici comment je pense. Puis c'est pas juste comment je pense, c'est voici ce que j'ai appris. Voici qu'est-ce qui est backé par les études. Voici qu'est-ce que j'ai découvert, clarifié, confirmé grâce à, entre autres, les centaines d'entrevues que j'ai passées sur le podcast avec des experts, avec des passionnés, avec des gens qui ont de très, 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 très longues années d'études, d'expérience, d'expertise, de passion. Et moi, j'adore apprendre. La croissance, ça fait partie d'une de mes valeurs principales. La croissance personnelle, la croissance spirituelle, la croissance en tant que coach dans mon entreprise, croissance professionnelle, etc. Donc, je suis toujours la première à vouloir découvrir, à vouloir apprendre, désapprendre, à me faire challenger aussi, encore une fois, tant au niveau personnel que professionnel. Et je crois qu'une de mes forces est d'arriver, entre autres avec le podcast, puis vous me le direz, là, c'est vous qui m'écoutez, à nuancer. Puis c'est pour ça que je fais des longs épisodes de 45, 50, 55 minutes sur un sujet parce que ça me permet de prendre le temps d'aller plus en profondeur, d'amener les zones grises, de nuancer, de vulgariser, de défaire des mythes et de souvent répondre à plusieurs questions avec la santé en lien avec la nutrition, l'alimentation, l'entraînement, le mouvement, le sommeil, la gestion du stress, bref, tous ces piliers de la santé. Mais je réponds très, très souvent aux questions avec « ça dépend ». Donc, je pense que ça, je suis pas pire. Ceci étant dit, j'ai quand même, encore une fois, au début, entre guillemets, de ma carrière, où il y a quelques années, ou même pas si longtemps que ça, eu des croyances, des expériences personnelles qui ont fait en sorte que, par exemple, je mettais X de l'avant, et là, encore une fois, avec le temps, les apprentissages, je mets plus tant X de l'avant, je mets plutôt Y de l'avant. Fait qu'il n'y en a pas tant que ça, je vais vous en présenter 8 aujourd'hui. Puis, peut-être que vous autres aussi, vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous croyez, vous autres, avec encore X, et là, je vous présente Y aujourd'hui. Je vais quand même mettre ça dans de la nuance, évidemment. Et la plupart des choses que je vais jaser aujourd'hui, j'en ai probablement jasé sur d'autres épisodes de podcast ou même sur des Facebook Live que je faisais avant de lancer le podcast. Et ça date quand même de 2019, 2020, 2021. Donc, ça fait quand même déjà un 5, 6, 7 ans. Fait que c'est sûr que moi, ça fait très, très, très longtemps que je baigne dans ce grand monde du bien-être, de la santé, du sport, de l'entraînement, etc. Et il y a des choses qui changent pas, là, je veux dire. Il y a 20 ans, manger des légumes, c'était important, puis aujourd'hui, c'est encore important, tu sais. Par contre, avec justement plus d'études, plus de données, plus d'expériences cliniques, plus de partage, plus de contenu aussi auquel on a accès. Bon, ça a son pour et son contre, là, mais c'est sûr que ça fait en sorte qu'on peut certainement évoluer nos connaissances, évoluer nos pensées. Et je veux vraiment que ça soit aussi une invitation pour que tu puisses faire une petite introspection. Vous savez que le podcast, j'aime bien vous amener dans des réflexions personnelles, des prises de conscience, des changements de mindset pour faire comme, OK, si je suis vraiment attachée à croyance X, peut-être que je peux ouvrir un peu mon esprit puis découvrir que de l'autre côté, il y a une croyance Y qui va peut-être à l'encontre de ma croyance X, mais peut-être que, je peux retenir cette information-là puis l'apprivoiser un petit peu, éventuellement peut-être même la tester sur moi, voir comment ça va. Puis bien sûr, je vais vous donner mes 8 exemples concrets, précis, pour que ça puisse vous aider à comprendre tout ce que je viens de dire en intro. Donc, on y va. La première chose que je disais,
que je croyais, que je mettais de l'avant et même sur laquelle je coachais, c'était que je disais souvent « bois de l'eau avec tes repas ». Moi, j'utilisais ça comme stratégie pour dire « Hey, la plupart des gens, là, on oublie de boire de l'eau dans la journée. On a de la misère à se rendre au minimum 2 litres d'eau, tu sais. Et j'aime pas donner des chiffres exacts, mais mettons qu'on met une grosse moyenne, là, minimum de 2 litres d'eau par jour. Donc, je disais très souvent, ben voici un truc pour pas oublier de boire de l'eau. Tu manges déjà 3 fois par jour. Fait qu'à chaque fois que tu manges, ben prends un grand verre d'eau. Comme ça, au minimum, tu n'oublieras pas ces 3 grands verres d'eau-là. Tu vas associer cette habitude-là à ton habitude de manger. C'est quelque chose que tu fais déjà. Tu vas avoir moins de risque d'oublier de boire ton eau. Puis si jamais tu oublies de boire de l'eau le reste de ta journée, ben au moins tu as ces 3 grands verres d'eau-là dans ta journée. Fait que ça, c'est un truc, une stratégie que j'utilisais beaucoup, entre autres quand j'ai commencé à lancer le défi Karmakin en 2018 à peu près. Et plus j'ai étudié au niveau de la digestion, en naturopathie, c'est ça, système digestif, microbiote, etc., puis que j'ai compris que si on boit beaucoup de liquide avec nos repas, ça peut diluer la proportion d'enzymes, donc c'est plus difficile à digérer. Au niveau même de l'acidité dans l'estomac aussi, ça peut venir affecter ça. Donc, l'acidité dans l'estomac, imaginez, j'ai un marqueur, puis je viens surligner là, tout le rebord de l'estomac, et ça fait comme dans une sécheuse, parce que ça va brasser les aliments, entre autres les protéines qui vont aider à digérer, en fait, grâce à l'acide dans l'estomac. Donc, quand j'ai appris ça, puis je me suis dit, c'est vrai, dans le fond, c'est super important pour aider différents processus par rapport à la digestion de ne pas boire des grosses quantités pendant qu'on mange. Fait que souvent, on va dire un 10-15 minutes avant, 10-15 minutes après, ben on boit pas. C'est sûr que si c'est un supplément, un médicament à prendre, ben tu peux prendre ta petite gorgée d'eau. Si tu manges quelque chose de très, très épicé, ben c'est correct de prendre une petite gorgée d'eau, mais on voudrait pas prendre beaucoup de liquide pendant qu'on mange parce que ça vient affecter la digestion. On entendait ça aussi, hein, il disait les gens qui veulent perdre du poids, là, buvez un grand verre d'eau, ça va remplir votre estomac, donc vous allez moins manger. C'est pas quelque chose que moi, j'ai mis de l'avant, pour plein de raisons. Par contre, c'est quelque chose qu'on entend peut-être encore, là, moi je l'entends moins, mais sachez qu'effectivement, avec les repas, ben c'est pas quelque chose qui est vraiment optimal, là, de boire beaucoup de liquide pendant qu'on mange. Donc ça, c'est une première chose que je coachais avant et que là, je ne dis plus quand j'ai étudié plus en détail la digestion. Le deuxième point, j'ai jamais été contre ça, mais j'ai fait un Facebook Live sur le sujet il y a plusieurs années. Comme je disais, mes Facebook Live, c'était avant le podcast, fait que ça date d'à peu près 6 ans. J'avais fait un Facebook Live sur le jeûne intermittent. Puis, longue histoire là, mais Facebook a enlevé les vidéos live, fait que là, une couple d'années, j'avais toutes sauvegardé mes Facebook Live et je les ai toutes mis sur ma chaîne YouTube. Donc, si jamais vous cherchez Karmakin sur YouTube, il y a genre une centaine de vidéos que j'avais faites en format Facebook Live. Le contenu, il est encore vraiment awesome, là. Et pertinent, et éducatif, et inspirant. Puis, ça a été la continuité de ces Facebook Live-là qui est devenu le podcast, en fait, tu sais. Puis, je me souviens que, je regardais vite les sujets, tout ça, quand j'ai fait ce switch-là de plateforme. Et effectivement, j'avais fait un vidéo en Facebook Live sur le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent étant peut-être plutôt, on devrait appeler ça une fenêtre restreinte dans laquelle on mange. Puis à ce moment-là, c'était le retour de la tendance du fameux je saute le déjeuner puis je mange entre midi et 8 heures. L'espèce de 16-8 où est-ce que je commence à manger à midi puis je mange tous mes repas entre midi et 8 heures puis après ça, je jeûne de 8 heures à midi. Puis il y a des choses dans cette vidéo-là que j'ai dit qui sont encore une fois 100% vraies. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties dans les dernières années par rapport au jeûne puis surtout de l'utiliser de façon thérapeutique et pas nécessairement pour la perte de gras. J'ai fait un épisode de podcast dernièrement aussi sur le jeûne intermittent où est-ce que je me suis mis à jour justement sur les données probantes, les études de cas, etc. Tu sais, ce que j'ai appris aussi avec différents professionnels. Puis, back in the day, donc avant, j'associais ça vraiment plus à une tendance. Puis je voyais moins les effets bénéfiques et encore moins les effets thérapeutiques d'utiliser le jeûne intermittent. Personnellement, moi, j'étais certainement pas quelqu'un qui jeûnait. Jeûne intermittent, là, dans le fond, d'avoir cette fenêtre-là de je sais pas moi, 14-16 heures qui fait en sorte que tu ne manges pas. Par contre, dans cette vidéo-là, back in the day, que je dis encore aujourd'hui, j'étais toujours celle qui vraiment mettait de l'avant la règle du 12-12. Fait que minimum 12 heures
dans ta journée, tu manges pas. Fait que tu finis ton souper, mettons, à 7 heures, mais tu ne déjeunes pas avant 7 heures le lendemain matin. Fait que ça, j'ai toujours mis ça de l'avant. Et ça, c'en est une forme de jeûne intermittent, ou plutôt de fenêtre restreinte de manger, parce que tu manges pas pendant 16-20 heures, tu manges pendant 12 heures. Mais là, on s'entend, là, on parle des jeûnes un petit peu plus longs. Même des jeûnes de 24 heures, des jeûnes de 3 jours, des jeûnes de 7 jours. Puis c'est ça, dans les dernières années, j'ai commencé à expérimenter sur moi-même. Je me souviens, en 2020, je m'étais fait faire un plan d'entraînement puis un plan alimentaire et mon naturopathe m'avait mis sur un jeûne intermittent de 16-8 la fin de semaine parce que la fin de semaine, je faisais pas de gros entraînements. Puis je me souviens, là, genre psychologiquement, c'était un défi pour moi. J'avais peur d'avoir faim. Puis moi, j'ai été toujours celle, là, dans justement mon adolescence, dans ma vingtaine, que peu importe à l'heure que je me réveillais le matin puis ce que je devais aller faire, mais je devais manger rapidement, sinon ça me créait, pas de l'anxiété, parce que je suis pas une fille qui fait de l'anxiété, là, mais ça me créait un petit stress, genre, j'avais comme peur d'avoir faim avant d'avoir faim. J'avais peur d'être faible, j'avais peur d'aller justement coacher ou faire mon entraînement puis devenir super faible. Jamais j'aurais pensé que j'aurais été quelqu'un qui se serait entraîné à jeun. Fait que j'avais cette croyance-là plutôt personnelle par rapport à ce type d'alimentation-là. Puis, avec les années, j'ai commencé à le tester comme geste sur moi-même. Puis maintenant, je veux dire, la moitié du temps, je m'entraîne à jeun. J'ai fait un jeûne de 3 jours l'année passée. Ben, c'était pas un vrai jeûne, entre guillemets, parce que j'étais allée à un centre de jeûne, mais j'ai fait une cure de jus. Fait qu'on avait 3 petits jus, genre de comme, peut-être même pas 50 calories par jour, là. Fait que, bon, il y en a qui vont dire, non, ça compte pas comme un vrai jeûne parce que t'as pas 0 calories, tu sais, mais on se comprend. Puis, j'ai fait quelques jeûnes de 24 heures aussi dans les dernières années et c'est incroyable. Personnellement, premièrement, ça m'a tellement aidé à améliorer ma relation avec la nourriture, à pu être stressée justement que si j'ai un vol à prendre le matin ou que je dois aller coacher tôt, ben je peux manger bien plus tard. Puis mon corps, il s'est habitué. Puis il y a cette espèce de flexibilité-là métabolique qui est super importante pour ta santé métabolique et le stress mental aussi qui a diminué par rapport à ça. My God, ça, c'est le meilleur bénéfice que j'ai eu, tu sais. Fait que je vais arrêter là-dessus pour le jeûne parce que j'ai fait vraiment un épisode au complet. Puis, gars, je vais le rajouter dans la description du podcast aussi. Vous irez écouter ça. Mais bref, ça, c'est quelque chose qui a évolué par rapport à mon opinion personnelle et professionnelle. Et bien sûr, par rapport à mes connaissances aussi, mes apprentissages en lien avec le jeûne. Toujours dans la nutrition, 3e point que je mettais beaucoup de l'avant, que même moi, je faisais beaucoup, c'était cette tendance-là, cette mode-là de dire c'est mieux de manger 5-6 petits repas par jour. Ça va booster ton métabolisme. Hein? À chaque fois que tu manges, là, ton corps il va se booster, tu vas utiliser l'énergie, les aliments que tu manges en énergie, donc ça va toujours garder ta machine en mode je brûle, j'utilise énergie, je suis activée, tu sais. Et ça, je crois plus ça du tout, en fait. C'est très, très dans la culture du bodybuilding, du fitness. Puis moi, ben, les premiers plans alimentaires que je me suis fait, c'était par un bodybuilder. C'était dans un objectif, justement, de perdre du gras, tu sais, de matcher un entraînement plus de bodybuilding, même si j'ai jamais voulu faire de la compétition là-dedans. Mais c'était beaucoup ça, hein? C'était beaucoup... Tu manges à chaque 3 heures, tu manges 5-6 petits repas par jour, fait que tu manges un petit peu, ben... Ton corps utilise cette énergie-là. Après 2-3 heures, ben, tu remanges, etc., tu sais. Et bien que j'ai toujours respecté la règle, encore une fois, du 12-12, hein, par rapport à ce que je disais au point précédent, ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu des experts, ce que je comprends, puis ce qui fait tellement du sens maintenant, bien, à chaque fois que tu manges, en fait, il y a une réaction qui se passe dans ton corps. Puis ça va m'amener au prochain point, le 4e point que je vais vous expliquer après, tu sais. Puis, en fait, c'est faux de dire que ça va booster ton métabolisme. Bon, peut-être que oui, ça va activer quelque chose parce que là, tu reçois de la nourriture dans ton corps, puis ton corps, il faut qu'il fasse de quoi avec, hein? Il faut qu'il l'absorbe, il faut qu'il la digère, il faut qu'il utilise les nutriments, etc. Mais toute l'énergie que tu mets vers ça, bien, c'est de l'énergie qui pourrait potentiellement aller ailleurs. Genre tes performances sportives, genre tes performances cognitives, ta concentration, ta productivité, la gestion de tes émotions, peu importe. Tu sais, tout ce qui se passe dans notre corps à chaque seconde, bien, ça prend de l'énergie pour ça. Fait que si 5-6 fois par jour, cette énergie-là est comme utilisée pour digérer, bien, c'est sûr qu'on comprend que l'énergie accessible va être peut-être un petit peu moindre pour les autres choses. Après, c'est sûr que ça dépend toujours de ce que tu manges. Si tu manges 5-6 petits repas par jour qui sont très riches en protéines, en gras, en fibres, bien, ça va. Tu sais, c'est moins pire que si tu manges 5-6 fois par jour, puis que c'est un croissant, 2-3 heures plus tard, bien, un café avec un muffin, 2-3 heures plus tard, bien, une sandwich au ballonné, 2-3 heures plus tard, un petit bol de chips, tu sais. On se comprend, la nature, la qualité de ce que tu manges va toujours être le facteur principal sur ta santé. C'est sûr, tu sais. Par contre, comme je disais,
de développer ce 5-6 petits repas-là par jour, ben moi, ce que ça m'a fait aussi au niveau personnel, c'est que, et comme j'ai toujours eu une relation un peu difficile ou intéressante avec la nutrition, c'est beaucoup mieux que c'était aujourd'hui, mais ça reste que c'est quelque chose que je garde toujours en tête, tu sais, ben ça fait que tu penses constamment à la nourriture. Faut que tu te prépares des petits plats, genre d'avance. Ça prend énormément de temps. Pour quelqu'un qui n'aime pas tant cuisiner comme moi, c'était très lourd dans mon quotidien. Ça me faisait un peu paniquer aussi quand je me disais « Ah shit, ben j'aurais pas le temps de manger mon snack à 3 heures. » Puis là, tout d'un coup, que je pogne faim. Puis là, ton taux d'insuline qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui crée des cravings, des crashs de fatigue, etc. Tu sais, pour à la limite apprendre, réaliser, lire dans les études, puis encore une fois, être informé par des experts que c'est pas ça qui va t'aider à brûler plus de gras, en fait, parce que c'est vraiment le facteur complet de la qualité puis la quantité que tu manges. Et au contraire, un peu avec le point 2 que je mentionnais, si tu laisses du temps à ton système digestif, à ton corps, de ne pas manger, ben là, tu vas être plus efficace dans toutes sortes de processus. Puis moi, j'appelle ça comme, ben pas juste moi, là, mais tu sais, l'environnement interne, en fait. Tu sais, ton système digestif va faire ce qu'il a à faire au lieu d'être toujours surstimulé. Des fois, ça faisait en sorte aussi que mon dernier repas, il fallait que je le prenne genre à 8 heures le soir, mais moi, je me couche genre à 9 heures, là. Fait que tu sais, de manger proche du dodo aussi, mais c'est pas l'idéal. Fait que bref, ce concept-là de 5-6 petits repas par jour, parce qu'apparemment, ça va t'aider à booster ton métabolisme, ça va t'aider à perdre plus de gras parce que tu vas brûler de l'énergie toute la journée, ben c'est pas vraiment vrai, en fait, tu sais. Puis, l'espèce de concept de collation aussi, ça, c'était quelque chose qui est un peu dans le même ordre d'idée. Je mettais aussi beaucoup de l'avant. Et là, je suis vraiment plus dans des nuances, dans une zone grise. Tu sais, avant, moi, je disais, OK, déjeuner, dîner, souper, puis comme au minimum une collation en après-midi, tu sais, vers 3-4 heures. Ou 2 heures, là, tout dépendant l'heure de tes repas, tu sais. Et j'y crois encore à ça. Je pense que la collation d'après-midi peut être pertinente pour la majorité des gens. Ça dépend de ce que tu manges en collation, effectivement. Donc, si tu vas aller manger une petite tranche de saumon fumé avec des légumes, super, un œuf à coque avec, je sais pas moi, un fruit, all good, un petit shake de protéines, tu sais. On parle pas de la collation qu'on mange souvent, genre une bâtonne puis des craquelins puis un muffin, tu sais. Encore une fois, on revient à la qualité de ce qu'on mange. Mais ça aussi, tu sais, d'avoir déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation, il y a des exceptions. Il y a des gens qui doivent faire ça parce que peut-être sont en prise de masse, peut-être qu'ils ont des difficultés avec leur appétit ou leur système digestif, donc ils peuvent seulement manger des très petites portions. Donc, ils doivent en manger souvent. Tu sais, on est dans vraiment les exceptions, puis c'est pour ça que tout est toujours nuancé, puis ça dépend. Sauf que plus ça va, puis plus j'évolue dans cette espèce de constance, fréquence de repas-là, autant pour moi que pour ce que j'ai vu avec beaucoup de clients, puis encore une fois, ce que j'ai appris des experts, ben si tu manges suffisamment, 3 repas bien équilibrés, complets, avec assez de protéines, tes micronutriments, etc., ben les collations sont très, très facultatives, en fait. Ils ne sont pas nécessaires. La culture de la collation est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Puis les repas qu'on associe comme, ou plutôt les aliments qu'on associe comme collation de nos jours, ben c'est encore plus pour nous garder accro aux aliments, à la nourriture. Hein? Puis ça commence dès que les jeunes enfants qui mangent des petits poissons, puis qui mangent des pâtes douces, puis qui mangent des petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais en genre de yogourt à boire, tu sais, bourré de sucre. Donc, il n'y en avait pas de collation dans le temps, là. Genre, c'était déjeuner, dîner, souper, puis si t'aimais pas le souper, ben tu mangeais le lendemain, puis tu allais survivre, là, t'allais pas mourir, tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai, encore une fois, changé sur moi-même, puis que... Là, je fais plus de coaching one-on-one en nutrition, mais quand j'en faisais, c'est des choses qu'on regardait, voir si effectivement c'était pertinent, t'sais. Fait que voilà. On continue en nutrition. Le point numéro 4. Avant, je disais que quand je parlais justement du taux d'insuline, le taux de sucre sanguin, quand j'expliquais l'importance de manger, par exemple, surtout au déjeuner, votre premier repas de la journée, peu importe à quelle heure, beaucoup de protéines, des bons gras. Puis si vous avez des sources de glucides, bien que ce soit des glucides qui sont riches en fibres, puis essayez d'éviter les sources de glucides, sucre simple ou amidon, tu sais, quand j'expliquais ce concept-là par rapport à l'impact des aliments sur le taux de sucre sanguin, sur le taux d'insuline, bien, je disais toujours que les gras puis les protéines, ils n'ont pas d'impact sur l'insuline. Et ça, c'est faux. Ils ont un impact beaucoup, beaucoup moindre que les glucides sur l'insuline. C'est sûr que chaque aliment a son taux on appelle ça le taux de glycémie ou son indice de glycémie. J'ai comme une abréviation dans ma tête.
Mais bref, chaque aliment, mettons le riz blanc, genre, il va avoir un taux de glycémie. C'est pas un taux de glycémie que je veux dire, mais c'est un indice glycémique. Ouais, je pense que c'est ça, un indice glycémique. En tout cas, bref, que plus c'est élevé, ça veut dire que quand tu en manges, surtout quand tu en manges toute seule, ben pouf, ton insuline va monter énormément, puis après ça, ben ça descend, puis ça fait des pics, tu sais. Alors que, par exemple, si tu manges du poulet, ben l'indice glycémique du poulet ou le taux de pic ou de descente que ça va causer quand tu manges ça est beaucoup moins, bien sûr, que des glucides, tu sais, beaucoup de sucre, etc. Mais moi, c'est ça, j'étais vraiment en mode, OK, les glucides, ça a un impact, les gras, les protéines, ça n'a pas d'impact. Et ce que j'ai appris, puis d'ailleurs, avec Dr. Evelyne Bourduarois, qui était sur le podcast il n'y a pas longtemps, on est rentré au complet dans le sujet là, du diabète, de l'insulimie, de l'insuline, du glucose, de ces up and down-là, etc. Puis, à chaque fois que tu manges, il va y avoir un impact sur ta glycémie. À chaque fois que tu manges, peu importe ce que tu manges. Après, c'est sûr que les glucides ont un plus gros impact. Les protéines ont un petit impact, puis les gras ont un très petit impact. Dans le sens que si tu prends une cuillère d'huile d'olive, comme ça, pure, avec rien d'autre, ça va être très, très, très minime l'impact que ça va avoir. Pardon. Et comme ce que Dr. Evelyne expliquait, bien, moins on a de pics, plus notre courbe d'insuline est relativement stable et que oui, peut-être que ça monte un petit peu après avoir mangé, mais que ça redescend rapidement puis que c'est pas des grosses poussées, mais plus ta santé métabolique va être optimale, moins tu as de risque de développer de la résistance au diabète, la résistance à l'insuline, pardon, éventuellement peut-être même un diabète de type 2. Fait que ça, c'est le lien aussi avec le point numéro 3, parce que moi, je me disais, si tu manges 5-6 fois par jour, ça n'a pas d'impact sur l'insuline si tu manges des gras, des protéines puis des fibres, tu sais, mais c'est pas vrai. Il y a quand même cet impact-là, il y a quand même ces petits pics-là. Puis à la fin du podcast que j'ai fait avec Evelyne, elle proposait à tout le monde d'aller se chercher un capteur à glucose avec Abbott sur le site. Il faut chercher un petit peu, mais vous pouvez avoir un capteur de glucose gratuitement une fois dans votre vie. Moi, comme je suis curieuse, puis j'aime ça tester des affaires sur moi-même, fait que même si je suis vraiment, vraiment loin de faire du diabète de type 2, je voulais quand même le tester. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé mon capteur de glucose, je l'ai reçu en dedans d'une semaine, je l'ai mis sur moi pendant 2 semaines. Ça dure 2 semaines, ce capteur-là gratuit. Et en temps réel, je regardais comment mon insuline, comment mon taux de sucre sanguin réagissait selon ce que je mangeais et c'était vraiment fascinant. Parce que là, tout ce que j'ai appris mentalement, grâce encore une fois aux études que j'ai faites, puis aux formations continues, grâce à mes entrevues avec des experts, mais là, je le voyais littéralement sur moi. Fait que là, je testais. OK, si le matin, je mange genre de l'avoine avec une banane, puis là, pouf, ça montait là, vraiment en flèche mon insuline. Puis après ça, ça redescendait. Si je mangeais, par exemple, justement, un repas qui avait juste des protéines, juste des gras, mais c'est sûr que ça descendait moins, mais là, regardons ça, ça monte quand même un petit peu, tu sais. Qu'est-ce qui se passe quand je fais du cardio versus de l'entraînement plus musculaire? Qu'est-ce qui se passe quand je jeûne? Si je snack le soir, parce que oui, des fois, j'ai tendance à snacker le soir, ben qu'est-ce que ça fait sur mon sommeil? Puis ça prend combien de temps avant que mon insuline se stabilise puis que ça puisse m'aider à tomber dans un sommeil profond? Fait que c'était vraiment cool comme expérience personnelle. Je vous conseille vraiment de le faire si vous avez l'opportunité de vous commander ce capteur de glucose-là. Je vais mettre la conversation avec Evelyne aussi dans la description du podcast. Allez écouter ça, c'est incroyable, rempli d'informations. Mais entre autres, ça a confirmé le fait qu'effectivement, à chaque fois qu'on mange, il y a un effet sur l'insuline. Pas juste quand on mange des glucides. Je répète, là, quand on mange du gras et des protéines, l'impact est plus petit, mais ça crée quand même des réactions, c'est sûr. On est en train de manger quelque chose, la nutrition, c'est de la chimie, il y a quelque chose qui se passe dans son corps. Fait que ça aussi, c'est venu comme amplifier le fait que, OK, ouais, ça vaut vraiment la peine de laisser du temps à notre corps sans manger pour qu'il y ait vraiment zéro impact sur notre taux de sucre. T'sais, plus, je répète, plus ça c'est stable, mieux ta santé métabolique va se porter. C'est un gros facteur dans tout ce qui risque de développer le syndrome métabolique. Ensuite, dernier point par rapport à l'alimentation. Donc, point numéro 5, croyance, connaissance que j'avais et que maintenant, j'amène beaucoup plus de nuances avec ce point-là. Fait que moi, j'ai été, je vais utiliser le mot un petit peu extrême, là, mais anti. Je mets ça entre guillemets, là, vous ne voyez pas en ce moment, mais je mets ça entre guillemets. J'ai été un peu anti-produits laitiers pendant quand même plusieurs années. J'avais fait une formation en naturopathie où est-ce qu'on apprenait beaucoup les aliments inflammatoires. Et les gars qui nous avaient formés, ils parlaient beaucoup des Furious Five. Donc, le gluten, les produits laitiers, le soya, le maïs et le sucre.
Donc moi, j'avais mis ça vraiment tout dans un même bateau, une même catégorie, et je me disais, tous les produits laitiers, c'est un hell no, c'est inflammatoire pour tout le monde. Et donc, j'enlève ça de mon j'enlève ça de mon alimentation. Et j'encourage, j'inspire, j'éduque mes clients ou sur des capsules vidéo que j'ai faites ou même des Facebook Live ou peu importe, à faire la même chose, tu sais. Puis moi, certainement que rapidement, même avant d'apprendre tout ça, là, au niveau de l'information théorique, les produits laitiers, je les avais réduits énormément, voire même éliminés beaucoup de mon alimentation parce que je remarquais qu'au niveau de ma digestion, c'était plus difficile. Par exemple, quand je mangeais du yogourt ou, je sais pas moi, je n'ai jamais vraiment été une fille de crème glacée, là, mais ouais, c'était plus du yogourt, je dirais, parce que du lait, j'en ai bu beaucoup quand j'étais petite. Je pense que je suis pas la seule qui a été élevée dans une famille où est-ce que, ben, au souper, tout le monde avait son verre de lait, tu sais. Et rapidement, ben, j'ai appris aussi sur, ben, c'est ça, l'effet inflammatoire du lait, le fait que ça peut causer du mucus, entre autres, tu sais. Il donnait souvent l'exemple des enfants qui ont souvent, malheureusement, la morve au nez ou qui sont congestionnés, puis que parfois, ça peut venir, ben, pas parfois, très, très souvent, ça peut venir, par exemple, des produits laitiers, tu sais. Fait que j'étais beaucoup là-dedans, j'étudiais beaucoup ça, je testais des trucs sur moi. J'étais déjà quelqu'un qui mangeait pas vraiment beaucoup de produits laitiers, mais là, je suis tombée en mode, vraiment, quand j'ai fait cette formation-là, OK, tous les produits laitiers, c'est zéro, c'est inflammatoire, on enlève ça au complet. Avec les dernières années, encore une fois, en testant des choses sur moi au niveau personnel, puis en continuant mes recherches, formation continue, etc., ben les produits laitiers, j'ai un peu comme la viande, là, j'ai vraiment commencé à mettre ça sur un spectre, sur un continuum, dans le sens que chaque produit laitier n'est pas fait de la même façon. Il y a une différence entre ton fromage de chèvre nourri à l'herbe et genre ta crème glacée, OK? Il y a une différence entre ton yogourt 0% de gras, rajouté de plein de sucre dedans, et par exemple un skyr avec à peine 5-6 ingrédients et riche en protéines puis en gras, par exemple, tu sais. Donc, j'ai commencé à tester même sur moi, et moi, je me suis rendu compte que je pouvais tolérer, entre autres, du skyr. Puis ça, j'ai découvert ça beaucoup quand j'étais en Europe en 2022. Et oui, là-bas, je sais que je suis pas la seule qui, quand on va en Europe, regardons ça, on mange du gluten, on mange des produits laitiers, puis on n'a pas de boutons d'en face, puis on n'a pas de diarrhée, puis on n'a pas mal au ventre. C'est donc extraordinaire. OK, j'ai un épisode qui s'en vient bientôt avec une spécialiste du microbiote, puis on en parle de ça, là, vous allez voir, c'est super intéressant. Mais entre autres, hein, c'est la qualité des ingrédients là-bas, la façon, bien sûr, au niveau de l'agriculture, etc. La liste aussi d'ingrédients qui sont bannis, qui n'ont pas le droit d'utiliser, que nous, on peut quand même utiliser dans notre nourriture. Donc, le processus, la longueur du processus aussi, la durée plutôt, devrais-je dire. Fait que, bref, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'effectivement, manger quelque chose ici au Canada, encore pire aux États-Unis, et après ça, exemple en Europe ou en Asie, bien, ça se peut que ça soit, entre guillemets, la même chose, le même aliment, le même type de nourriture, mais qu'au niveau digestif, bien, on le digère beaucoup plus différemment, tu sais. Fait que bref, c'est ça, en automne 2022, je suis en Suisse, je mange genre full de fromage, c'est la place pour, tu sais, je découvre c'est quoi du skyr, je savais même pas c'était quoi moi du skyr, tu sais, je trouve ça super bon, c'est riche en protéines en plus, c'est facile à amener versus, mettons, te faire des œufs quand t'es en mode genre voyage, backpack, etc., tu sais. Fait que depuis ce temps-là, ben, j'ai commencé à intégrer du skyr dans mon alimentation, qui est un produit laitier, mais que je réagis bien, j'ai pas... Puis même au contraire, j'ai trouvé que ça l'aidait un peu ma digestion, tu sais, que j'avais moins les selles molles. Moi, les produits laitiers, puis je suis sûre que je suis pas la seule, hein, des fois, ça peut causer des selles qui sont plus molles, la diarrhée, de l'acné, des boutons, etc., tu sais. Puis ça, je réalisais que, waouh, non, ça, je le tolère vraiment bien. Par contre, tu sais, c'est tout. Je prends cette qualité de yogourt-là naturel, je prends pas de lait, de toute façon, j'ai quelque chose de vraiment... viscérale qui m'empêche de boire du lait de vache, là. Encore une fois, je suis pas une fille de crème glacée. Si je sais que, je sais pas, moi, je vais manger un dessert qui a de la crème glacée dedans ou quoi que ce soit d'autre, ben là, ça se peut, oui, que mes selles soient plus difficiles le lendemain matin, ou plutôt plus faciles, là, ça dépend comment on le voit. Mais tout ça pour dire que, bref, j'ai amené de la nuance dans cette grande catégorie-là de produits laitiers. Fait que regardez la qualité du produit laitier, regardez la liste d'ingrédients, regardez aussi, ben, la vache ou la chèvre, tu sais, sont nourris comment? Un peu comme la viande, tu sais. Moi, j'ai toujours été pro-viande dans la vie, là. Mais encore une fois, il y a une différence entre genre de la charcuterie ou comme des viandes froides ou genre du bacon transformé ou genre de la saucisse avec plein d'ingrédients chimiques dedans et genre ton bœuf qui vit
bien, qui est pas dans une ferme, genre, ou plutôt dans une usine maltraitée, que c'est comme, comment je pourrais dire, accéléré, puis shoot aux hormones, puis tu sais, comme, on se comprend, là, il y a vraiment un continuum de qualité, d'énergétique même, j'ai envie de dire, avec les animaux. Donc, je ne mets plus tous les produits laitiers dans le même bateau, tu sais. Fait qu'on amène plus de zones grises, de nuances. On teste sur soi-même aussi. Il y a beaucoup de gens qui, tu sais, ils vont bien tolérer du fromage, là. Un fromage, tu sais, vieilli, tout ça. Je veux dire, c'est différent, encore une fois, que ta crème glacée, genre au chocolat transformé avec plein de sucre dedans, tu sais. Donc, voilà pour mon évolution de mes habitudes personnelles et ce que je mets de l'avant aussi par rapport aux produits laitiers. Je mets un petit peu plus de, c'est ça, de nuances. Puis c'est cool parce que les produits laitiers, ben c'est bon, là, c'est vraiment bon du fromage puis du skyr, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de souci d'en intégrer si, encore une fois, vous n'êtes pas allergique, si vous n'avez pas une intolérance, par exemple, au lactose. Puis même avoir une intolérance au lactose, hein, les produits sans lactose peuvent quand même vous causer peut-être des inconforts, des problèmes digestifs. Fait qu'un autre exemple qui montre qu'il y a vraiment beaucoup de nuances, mais que je suis grise maintenant par rapport aux produits laitiers et beaucoup, beaucoup moins black and white comme je l'ai déjà été dans le passé. Alright, les 3 prochains points, on va rentrer plus dans ce qui est entraînement. Donc, 3 croyances, 3 choses que je coachais, que je disais, que je pensais, que je mettais de l'avant pour moi ou pour mes clientes qui ont beaucoup évolué dans les dernières années. Le point numéro 6, c'est un point qui est très, très, très précis, là. Puis ça aussi, j'ai fait un épisode de podcast, ça fait très, très, très longtemps sur le sujet. Je vais la remettre dans la description de l'épisode. Par rapport aux abdominaux, OK? Moi, quand j'ai commencé à 15, 16, 17 ans à faire du hors-glace, ben c'est sûr que j'avais pas fait mon bac en kinésiologie encore. J'avais pas autant d'expérience non plus dans le grand domaine de l'entraînement, du mouvement. Et une chose que je disais souvent ou que je disais simplement, c'était « Tu veux contracter tes abdominaux? Ben rentre ton nombril. » Et là, peut-être que je vais dire « rentre ton nombril » encore dans mes cours, mais je vais rajouter certaines choses parce que ce que je me suis rendu compte sur moi-même et avec mes clientes, c'est que souvent, rentrer le nombril, ça fait en sorte comme si tu voulais avoir un ventre genre super mince. Tu sais, rentre ton nombril en ce moment, là, c'est comme genre, je rentre mon ventre et on l'a entendu, ça fait en sorte que les gens arrêtaient complètement de respirer. Ça change au niveau de ta colonne vertébrale aussi, la position, et ça fait pas en sorte que tu actives correctement ton core. Puis dans le core, C-O-R-E, oui, il y a les abdominaux, mais il y a d'autres muscles aussi qui viennent aider au niveau de la stabilité du tronc, tu sais. Donc, souvent, on disait aux gens, ben, contracte tes abdominaux, rentre ton nombril, tu sais. Puis c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas complet et ça peut faire en sorte que si tu ne complètes pas avec d'autres informations ou que tu n'expliques pas ce que ça veut dire d'engager les abdominaux, mais souvent les gens le font pas comme il faut. Fait que moi, comme j'aime l'expliquer maintenant, c'est imagine que tu as un corset, que tu as une ceinture, que tu as une gaine tout autour de ton tronc. Donc oui, en avant au niveau du nombril, mais aussi sur les côtés et jusqu'en arrière. D'ailleurs, ton transverse de l'abdomen, là, ton muscle profond des abdominaux, bien, c'est littéralement comme ça. Il fait le tour, il est profond, il est attaché, entre autres, à ta colonne vertébrale. C'est pour ça que quand on vient engager notre corps de cette façon-là, on vient stimuler notre transverse de l'abdomen, au-delà de juste rentrer le nombril, mais tu viens activer ces contractions-là, ça vient solidifier au niveau des vertèbres lombaires, puis c'est ça qu'on dit quand on dit que ça protège le bas du dos, tu sais, ou ça protège le dos. Donc, imagine que tu as cette gaine-là, ce corset-là, cette ceinture-là tout autour. Tu veux, oui, rentrer le nombril, mais après avoir rentré un peu ton nombril, tu veux venir comme pousser ta contraction, pousser contre cette ceinture-là. Donc, c'est pas « je sors le ventre », c'est « je viens contracter, rentrer un peu le nombril, mais après ça, comme si j'allais te frapper dans le ventre ». Imagine que je viens de frapper dans le ventre ou je viens de frapper sur les côtés. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme un mur, tu vas faire comme une armure. Tu vas pousser, contracter ta ceinture abdominale contre ce corset-là, cette ceinture-là, cette armure-là invisible. Fait que devenir bracé, en anglais on dit brace your core, hein, devenir engagé de cette façon-là, t'es beaucoup plus efficace, t'es beaucoup plus solide versus je rentre le nombril, puis là j'ai de la misère à respirer, puis là j'essaie d'avoir mon ventre qui reste rentré, puis là comment ça quand je fais un crunch, mon ventre il sort quand même, puis là c'est dangereux, puis j'essaie de pousser mon bas du dos dans le plancher, mais ça marche pas, tu sais. Fait que la prochaine fois que tu fais au-delà d'un exercice d'abdominaux, là, que tu fasses un squat, un push-up, une traction, un soulevé de terre, un développé quelconque, on devrait toujours venir engager nos abdominaux. Puis quand tu engages tes abdominaux, tu devrais être capable de bouger, de parler, de respirer normalement. Si tu as l'impression que tu rentres ton nombril, puis là, c'est difficile, puis t'es un peu jammé, puis t'arrives pas à respirer, ben c'est pas tout à fait optimal la façon que tu le fais.
Fait qu'encore une fois, tu as ta ceinture tout autour, devant, côté, derrière. Tu rentres un peu ton nombril, mais surtout, tu viens comme pousser ta contraction contre cette surface-là invisible tout autour de ton tronc. Et je vous le dis que vous allez être plus forte, plus solide pendant que vous allez faire même vos autres exercices de musculation qui vont au-delà des exercices plus spécifiques d'abdominaux. OK? Donc ça, c'est une chose que j'ai peaufinée avec les années, puis que je disais quand j'avais 16, 17, 18 ans, rentre ton nombril, mais que là, c'est ça me faisait en sorte que c'était pas la forme de mouvement la plus optimale. Puis moi, s'il y a bien quelque chose que je mets de l'avant fois 1000 quand je suis en mode kinésiologue, c'est que la forme de ton mouvement, ton amplitude de mouvement, la qualité de ton exécution soit le plus optimale, parfaite possible pour que tu t'entraînes efficacement, puis surtout que tu te blesses pas. Puis ce que tu fasses, ben c'est ça, c'est efficace pour que tu aies les résultats que tu veux. Point numéro 7, ça, c'était beaucoup quand j'étais dans mes années de powerlifting. Donc, mettons... moi, j'ai fait une compétition de powerlifting juste en venant de l'Australie. J'avais 26 ans, je crois. Fait que c'est ça. Autour de ma mi-vingtaine, j'étais très, très, très en mode powerlifting. Powerlifting, vous savez pas c'est quoi? En français, c'est de la dynamophilie. Ça veut dire que tu lèves les charges les plus lourdes possibles. Donc, ça ressemble à l'haltérophilie, le weightlifting qu'on voit aux Olympiques. Le powerlifting n'est pas aux Olympiques. La différence, c'est qu'en haltérophilie, c'est des mouvements genre épaulés, arrachés, jetés, etc., clean, jerk, snatch, mais en powerlifting, on fait le développé couché, donc le bench press, on fait le squat et on fait le deadlift, donc le soulevé de terre. Et l'objectif est le même, tu fais une répétition le plus lourd que tu peux. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai fait une seule compétition. C'est ça, de mémoire, je pense que c'était début 2017 ou début 2016. En tout cas, dans ces années-là, je commençais à lancer Karmakin. En tout cas, bref, c'est pas grave. Habituellement, j'ai une très bonne mémoire pour les dates. 2017-2016, bref. Mais avant ça faisait quelques années que je m'entraînais en powerlifting. Et dans ces années-là, je disais ou je pensais sur moi-même que le cardio, ben c'était pas important. Donc, je faisais pas vraiment de cardio. J'ai jamais été quelqu'un qui aimait ça tant que ça, faire du cardio. J'ai toujours préféré lever des poids lourds. Donc, c'est sûr que ça, c'était plus une croyance personnelle parce que ça me permettait de me dire, bah, si c'est pas si important que ça, le cardio, j'ai pas besoin d'en faire. C'est-tu donc dommage, tu sais? Donc, on se comprend. Professionnellement, j'ai toujours mis de l'avant que c'est important de travailler la santé cardiovasculaire, mais j'étais vraiment dans ce discours-là qui est très powerlifter, de comme si tu fais du cardio, ça va nuire à tes gains en force. Puis en tant que powerlifter, on est habitué de faire des répétitions très basses, très lourdes. Donc si de temps en temps, on fait des programmes d'entraînement où est-ce qu'on monte dans nos répétitions à 8, 10, 12, ben on est plus en endurance, donc ça compte pour le cardio. Puis là, je dis ça, puis je ris, puis j'ai envie de faire un câlin à la version de Claudia qui disait ça, tu sais. Le cardio, c'est ultra, ultra, ultra important. Et ça aussi, j'ai fait un épisode de podcast complet. Je me mets une petite note de le rajouter dans la description. Allez écouter ça. Le cardio pour ta santé pulmonaire, ton oxygène, ta capacité, ton VO2 max, à avoir un volume d'oxygène, c'est un des facteurs de longévité les plus importants, les plus pertinent aussi. Ta santé cardiaque, je veux dire, ton cœur, c'est un muscle, c'est une pompe. Je veux dire, faut travailler notre cœur puis nos poumons, tu sais. Et oui, c'est sûr que si tu fais un circuit de 8 exercices de musculation que tu enchaînes un après l'autre, bien c'est sûr que le cœur va te sortir de la poitrine puis tu vas travailler ton cardio, tu sais. Mais ça doit être de façon intentionnelle, structurée. Encore une fois, je n'entrerai pas dans les détails parce que j'ai un épisode au complet là-dessus par rapport aux zones de 1 à 5, par rapport à combien de fois par semaine vous devriez faire du cardio, la durée, l'intensité, la façon de le faire aussi, etc., tu sais. Mais ça, c'est quelque chose que ça a beaucoup évolué dans mon discours depuis mes années de powerlifting et que moi, je me force à faire aussi parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de négocier avec moi-même de faire une journée de muscu de plus que de faire du cardio. Donc, j'essaie de trouver des façons de le faire. Là, c'est l'été, j'ai sorti mon vélo, je suis abonnée à un nouveau gym depuis le début avril, donc il y a beaucoup plus de machines pour faire du cardio. J'ai recommencé à faire des cours de spinning. Quand je faisais du jiu-jitsu, ben, c'était du cardio vraiment intense quand on faisait nos rounds à la fin, tu sais. Donc, il y a des façons de se moyenner puis de trouver des intérêts dans le cardio, mais c'est ultra, 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 ultra important. La musculation aussi, là. Je crois encore un petit peu quand même que la muscu, c'est un petit peu plus important que le cardio. Mais bon, ça va rester toujours un intérêt personnel. Puis bon, ta masse musculaire, sur ça, on en a parlé, entre autres, avec Evelyne. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus aussi. J'ai un programme Métamorphose qui est là-dessus. Tu sais, c'est tellement important. Puis ça aussi, quand on parle de longévité, là. Fait que, tu sais, ces deux facteurs-là, là, vraiment, vraiment, on les met également awesome, pertinent et tellement important. Et on se sort un peu de la mentalité de powerlifting que quand tu lèves plus que 8 répétitions, ça compte pour ton cardio.
Alright, et finalement, un peu dans le même ordre d'idée, ça aussi, je suis certaine que je ne suis pas la seule aussi à avoir un peu été dans cette croyance-là, cette tendance-là. Ça, c'était plutôt vers la fin de mes années de patineuse, peut-être, c'est ça, tu sais, entre 15 et 20 ans environ, je dirais. Peut-être même un peu pendant mon université, mais j'utilisais la course pour maigrir. Je me disais que courir, c'était ce qui allait me faire perdre du poids. C'est dans mes années que j'avais un début de mes troubles alimentaires, que mon estime de moi par rapport à mon corps était très, 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 très basse. C'était très, très prenant. J'étais énormément self-conscious et je me forçais à aller courir parce que je me disais, plus je cours, puis plus je cours longtemps, mais plus je vais maigrir. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup cette croyance-là. J'associais énormément la course à cette façon-là de brûler des calories. Puis ça devait être le plus long possible. Je me souviens, je sortais dehors, j'allais courir dans mon quartier. À l'université aussi, je m'entraînais avec une fille qui aimait aussi faire des poids, là, des poids lourds comme moi. Fait que elle me joignait dans mes workouts plus de muscu, puis elle courait, elle était vraiment bonne dans la course. Fait que des fois, comme je courais avec elle, tu sais, fait que j'ai eu une phase où est-ce que je courais, mais c'était tellement pas pour les bonnes raisons, tu sais. Parce que comme courir pour maigrir, c'est vraiment pas une raison valable, là. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Il y a tellement d'autres choses par rapport à la perte de gras qui vont passer bien avant la course. Puis c'est surtout pas le plus longtemps que tu cours le mieux pour ta perte de gras. Au contraire, OK? Donc, si tu as un objectif, bien sûr, là, de courir 5 km, 10 km, faire un demi-marathon, bien là, oui, tu n'as pas le choix de courir longtemps. Mais c'est différent, là. Tu as un objectif de performance, un objectif sportif, pour un sport, tu sais. Mais courir pour maigrir, et même faire n'importe quel type de cardio pour maigrir, mais c'est pas une bonne raison. C'est contre-productif. Et encore une fois, si tu veux utiliser du cardio pour appuyer ton processus de perte de gras, bien, ça doit être super court et intense pour aller chercher cette intensité-là, cette capacité-là, cette adaptation-là, tu sais. Mais la perte de gras, c'est dans la nutrition, c'est dans le sommeil, c'est dans la gestion du stress, tu sais. Puis le mouvement vient soutenir ça. Mais même dans le mouvement, on met certainement pas la course en premier, là, on met de la musculation en premier. Puis si on met du cardio, on met du cardio par intervalle à haute intensité, des sessions courtes en premier, tu sais. Après, je répète, point numéro 7, super important de faire du cardio, là. Mais encore une fois, moi, le point 8, ce que j'amenais, ce que je me forcer à faire, c'est bon, je vais aller courir, comme ça je vais maigrir. Si j'ai moins bien mangé la veille, je vais aller courir, ça va me permettre de brûler les calories. C'était vraiment comme une punition, c'était pas quelque chose que j'aimais non plus. Hey, je me souviens, là, je mettais ma montre, puis là, je calculais mes intervalles, puis là, je me disais, bon, je vais essayer de me faire, mettons, des intervalles de 4 minutes. Puis là, je vais essayer d'en faire un plus. Puis là, je vais essayer de me rendre au stop. Puis mon Dieu, que c'était pas le fun, puis que c'était pas dans un état, une intention, un why aligné, zéro dans mes intérêts, tu sais. Puis c'était encore une fois pour des raisons, style genre de punition, puis contre mon corps, contre qu'est-ce que je voulais faire. Fait que pensez-vous que ça marchait puis ça m'aidait à maigrir? Vraiment pas, là, tu sais. Fait que, bon, j'étais dans un tourbillon, comme je disais, aussi de mauvaise estime de moi, de très, 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 très en jugement négatif par rapport à mon corps, des troubles alimentaires aussi là-dedans. Fait que tout ça, c'était dans un melting pot pas très, très sain. Mais s'il vous plaît, si vous vous dites que je vais me forcer à aller courir parce que je vais maigrir, je vous invite vraiment à utiliser cette 8e croyance-là pour vous laisser aller de cette pression de courir pour maigrir. Si tu aimes courir, va courir pour le plaisir. Va courir pour faire tes intervalles puis te dépasser. Va courir pour justement t'inscrire à une course puis faire ton premier 10 km pour accomplir quelque chose, tu sais. Fais ton cardio différemment si t'aimes ça courir. Il y a plein d'autres façons de le faire puis fais-le pour les bénéfices de ton oxygène, tes poumons, ton cœur, etc., tu sais. Mais on se force pas à courir pour maigrir parce que non seulement ça fonctionnera pas, mais on va être misérable. Puis je parle par expérience. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai complètement éliminé dans mon expérience personnelle, dans mes schémas de pensée, puis dans, bien sûr, ce que je mets de l'avant. J'ai jamais dit à mes clientes d'aller courir pour maigrir, là. Ça, au moins, professionnellement, j'ai jamais dit ça. Mais c'est quelque chose que, personnellement, j'ai laissé aller il y a vraiment de nombreuses années, puis my God, que ça fait du bien. Fait que voilà, moi je serais vraiment curieuse de savoir s'il y a quelque chose dans ces 8 croyances-là que tu croyais encore, si ça t'a aidé à amener de la nuance par rapport à certaines opinions, certaines connaissances, parce que bon, c'est pas juste des opinions, hein, c'est vraiment des connaissances, c'est des faits. S'il y a peut-être d'autres choses que toi, j'ai pas nommé aujourd'hui, mais que toi tu dis « Hey, avant je pensais ça, puis là maintenant, I know better, j'ai appris. » Peut-être entre autres grâce à mon podcast, ou grâce à un livre, ou grâce à un cours que tu as fait, tu sais. Je veux dire, le grand domaine de la santé, de l'alimentation, de l'entraînement, c'est un domaine qui est continuellement sous étude. C'est un domaine qui
mon Dieu, se développe lentement mais sûrement, des fois très rapidement. C'est un domaine dans lequel c'est facile de se perdre avec de la fausse information parce que justement, on peut suivre des tendances. Il y a énormément de bruit sur les réseaux sociaux, de gens qui sont influenceurs, qui représentent des compagnies X, Y, Z, qui vont mettre de l'avant des méga stratégies marketing, qui vont faire en sorte qu'on fait comme « Oh mon Dieu, ça doit être vrai que X, tu sais. » Et là, on adopte ça comme si de rien n'était, sans questionner. Donc, même tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, prenez pas ça pour du cash, testez-le sur vous, allez faire vos recherches, continuez à développer votre sens critique, votre discernement. Je suis dans ce domaine-là depuis plus de 18 ans. Tu sais, fait même moi, là, qui plonge là-dedans à tous les jours, qui a ces années-là d'expérience, de connaissances, des études universitaires, de la formation continue, que je côtoie des gens, comme j'ai déjà dit, là, qui sont experts passionnés, qui ont tellement d'expérience terrain, d'expérience clinique, mais moi aussi, ma pensée évolue, mes apprentissages évoluent, mes connaissances évoluent. Fait que je vous encourage à toujours rester dans la zone grise, à toujours rester dans cette ouverture d'esprit-là et surtout à connecter avec votre propre corps. Si à chaque fois que tu manges du yogourt, t'as diarrhée, arrête de manger du yogourt, là. Même si tu as lu un article qui dit que le yogourt, finalement, c'est pas si pire que ça, à condition qu'il y ait tant de culture bactérienne dedans, là. On se comprend. Si à chaque fois que tu vas courir, tu pleures parce que t'as ça puis t'as mal aux genoux, ben fais d'autres choses, chérie, là, achète-toi un vélo, tu sais. Fait que ça reste que oui, on a la science, oui, on a justement les preuves, les études cliniques, etc. Mais toi, tu te connais mieux que n'importe qui. Fait que prends le temps de connecter avec toi, avec ton corps, à regarder tes habitudes de vie en lien avec tout ce que tu fais par rapport à ta santé. Est-ce que ça te sert? Est-ce que c'est aligné avec tes objectifs? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça fait en sorte que ta santé, elle s'améliore? Elle se maintient au minimum, tu sais, puis que tu te sens pleine d'énergie, de vitalité, etc. à tous les jours, puis que tu n'es pas tout le temps malade, puis que tu n'as pas des méga symptômes. Bien, c'est tout là-dedans, hein, dans ces nuances-là, puis surtout cette individualisation-là. Alright? Donc, si tu as besoin d'aide sur quoi que ce soit, écris-moi, ça me fait plaisir de jaser. Je peux te référer à des gens extraordinaires autour de moi. Si tu as besoin de l'individualisation par rapport à tes entraînements, tes programmes, cardio-muscu, mobilité, name it, ben c'est ce que je fais. Puis, merci comme d'habitude, d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin du podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Partage cet épisode-là avec une ou deux personnes. Tag-moi sur tes stories Instagram. Laisse un petit étoile, 5 étoiles, un petit review sur Google, Spotify, Apple. Ça m'aide à, ben c'est ça, à partager le podcast. Puis, plus on partage le podcast, ben plus on peut apprendre puis être éduqué. Puis moi, ben j'ai découvert plein d'autres podcasts que les gens m'ont partagés ou qui ont show up dans mon algorithme parce que j'avais laissé un 5 étoiles à quelqu'un. Puis là, pouf, j'ai eu une notification. Plutôt, j'ai pas de notification sur mon cell, mais peut-être une suggestion, tu sais, de podcasts que je pourrais découvrir ou de personnes que je pourrais suivre. Puis c'est comme ça qu'on peut arriver à transmettre de l'information qui est vraie, hein, qui est nuancée, qui est fondée. Fait que ça fait bien sûr partie de ma mission du podcast. Fait que voilà, fait que si tu peux m'aider à partager ça, ça serait vraiment, vraiment awesome et apprécié. Et comme d'habitude, je te laisse avec un quote pour finir la conversation awesome d'aujourd'hui. When you know better, you do better. Je pense que j'ai rien à rajouter. Fait que je te souhaite une bonne journée, pleine de bonnes habitudes, santé alignées. When you know better, you do better. Et on se rejase la semaine prochaine.